So if somebody has a question, that would be a really good place to start. But maybe I could just tell you that motivational interviewing is kind of like the missing link in therapy, in the sense that we have wonderful tools for when somebody's in crisis, and we have good tools for when people are in action. But in the in between stage, when people are not sure what they really want to do or how to do it or whatever, they're in some kind of ambivalence, we don't really have any tools. And this tool is a very much a tool made for exactly that. And what happens when people are in ambivalence is we think that they see things equally, but in fact they're really still pitched towards non-change. And when we work with them, they start to move towards change slowly. And what we do is we evoke from them change talk. And so motivational interviewing is a way of being with people to um, help them change, help them get to change without us working so hard to try to convince people. We in fact get their own reasons out of them. On évoque leurs propres raisons pour changement et on va avec ça comme une ressource plutôt qu'on génère des solutions sans cesse. So if you have a question, please put it in the comments box, and I'd love to answer any questions, because that's the purpose of this little Q&A. That's what the Q part is, and I'm supposed to give you the A part. So if you would write in a question, I would be happy to try to answer it to the best of my ability. I'm also going to put in a plug for a really great book that I am reading. It's called Effective Psychotherapists, Clinical Skills That Improve Client Outcomes. It looks like this. It is written by two of our wonderful, well, I'm so bad at this, hold on. Two of our really good thinkers in our community, William Miller, who's one of the founders, and Teresa Moyers, often known as Terry. And it's a book about the skills you need to develop to be a very good therapist, to be an effective therapist. And in fact, it's going to be feeding my workshop that I'm giving in next week, starting next week on the 7th, which is called Tisser une forte alliance thérapeutique. It will be given in French, obviously. And it's really to teach you how to build that relationship. So building the relationship happens through 8 particular abilities, and one of them is empathy. And what we use a lot of in motivational interviewing is reflection. And what most people learn is how to reflect simply. So they just repeat what the other people have said. We also use complex reflections in motivational interviewing. Seems like we have a first question, but I can't exactly see it. So I'm going to ask my... Oh, wait. Quels sont les moyens? There it is. Quels sont les moyens pour améliorer notre capacité à faire des reflets complexes? Je trouve que cette partie est plus difficile dans l'approche. So the question in English is, how do we learn to improve our reflections, our complex reflections? Il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est d'écouter des vidéos d'entretien, d'un entretien motivationnel et de l'arrêter. Donc, on le laisse couler, la personne parle, et juste avant l'intervenant intervienne, vous pouvez faire votre reflet. Après, vous laissez l'entretien continue et vous entendez ce que l'intervenant a dit. So we can listen to a video or watch a video, stop the video after the person talks, but before the worker speaks, make our own reflection, and then compare it to the one that the worker will say as we let the recording go.
So that's another way to improve your complex reflections. José a demandé comment faire une hypothèse sans cela devient un persuadé ou une persuasion. So how do we do it so that it's not persuading? Well, first of all, we try not to hide anything inside the reflection. Donc, comment faire une hypothèse on essaie, qui n'est pas une persuasion, c'est-à-dire on n'essaie pas de persuader la personne. On fait une hypothèse de ce qu'on pense que la personne est en train de dire, pas ce qu'on veut que la personne veut dire. Des fois, c'est très proche. Donc, si je dis, ben là, il faut que j'augmente mon activité physique, et mon intervenant répond, vous aimeriez faire de course à pied. Ça, c'est une persuasion parce que c'est une suggestion cachée comme un reflet. Mais si la personne dit au lieu, vous avez des idées de ce que vous aimeriez faire, à ce moment-là, la personne va répondre. Et ce n'est pas une persuasion, c'est une évocation par reflet. So, to answer Jose's question about how you make it not a persuasion, you take out any hint of suggestion. So instead of saying, if I say, I want to do more physical activity, the worker could say, so you'd like to try running. And I would take that as a persuasion towards running. Whereas the person could reflect, you have had some thoughts about what you would like to try. This is unpersuading. And it's going to evoke from me a yes or a no, and usually some information about that. So, well, no, I haven't really figured out anything I like, which is an invitation for you to do giving information, an EPE, where you say, so you're not sure what you'd like to do. What things have you thought of? And maybe I haven't thought of a darn thing. And then you say, would you like to hear some things that have worked for other people in your situation? And then that person is going to respond, yes, I'd like to hear some things. And you're going to give them a short menu. So what on that menu appeals to you more that you would like to try? And then I would then respond, well, I'd like to try such and such a thing. So on peut offrir par le DPD de l'information. À ce moment-là, si la personne dit, bon, je ne sais pas, j'ai rien essayé, est-ce que vous aimeriez avoir quelques idées qui étaient fonctionnelles pour d'autres personnes dans votre situation? Puis, à ce moment-là, probablement, je vais dire oui. Donc, on donne un menu court de plusieurs possibilités. Et après ça, la personne choisit. À ce moment-là, on ne persuade pas, on donne de l'information, on aide la personne à aller vers un changement. D'autres questions? J'adore le DPD. C'est une façon, en fait, c'est entretien motivationnel dans un microcosme. Et il y a une raison pour chaque des 5 étapes. Pour réviser, les étapes sont demander à la personne qu'est-ce que la personne connaît déjà. Écoutez. Donner une valorisation pour ses connaissances. Demander la permission d'offrir de l'information qui prépare la personne à écouter et à retenir ce que vous dites. Donner l'information dans une façon neutre. Et finalement, on pose 2 questions. Avez-vous des questions? Et bon, après ça, on pose la question. Et puis, avec toutes ces nouvelles informations, c'est quoi l'impact sur votre façon de regarder votre situation? Et on écoute la réponse. So, with the EPE, this is the way we give information. It is one of my favorite things because it is actually a microcosm of motivational interviewing. We support autonomy. We build confidence by giving affirmations. We implicitly tell the person that they are a valued member of the conversation.
And we offer some information in a neutral fashion, which then gives the chance to the person to think about how that changes their way of thinking, if in fact it does. And they also could not change, and we allow that. It's fine if you don't change. That's fine. We don't really need you to change because we're giving you information, but we offer you the time to think about it. And I love that because it's so small and it's so concrete and so easy to use. So those five steps are helpful. I see that we've posted the definition of motivational interviewing, and if there's some part of that that you'd like to ask questions about or explore, that'd be interesting. I'm still hearing from people as I'm doing trainings that they're being told to motivate people, and in fact, this seems to be impossible. We need to get people's motivation fired up and then use that motivation to get the wheel rolling for them towards the change that they would like to make. So that's one of the things that I really appreciate about this approach. It takes the responsibility of something impossible off of me, but it gives me the responsibility to activate the other person. And we activate them through a variety of things, including assuming that they are a valued part of the conversation. And the more autonomy we can offer our client, the better the relationship is. So when we listen to our client and we take their information on as important instead of our importance, we have a better relationship with the person, and the person will work better. One of the things that the research that Bill and Terry pulled out to make this book, it just shows over and over and over and over again how much valuing their autonomy and being empathetic to their situation helps with the process of change. So we have a couple more questions. This is lovely. Thank you, Jessica. Recommandez-vous cette approche avec la clientèle suicidaire? What a great question. So would we recommend this approach with a suicidal client? Cette approche n'applique pas dans la période aiguë, si vous voulez, ou crise. On ne l'utilise pas en crise. Mais une fois que la crise est passée, oui, absolument, on a le droit et c'est très efficace de parler de suicide avec la personne dans une façon qui peut évoquer des façons, des raisons de vivre. Parce que le changement là, c'est de changer de penser à la suicide, de penser à vivre et à vivre pleinement. Pas à survivre, mais à vivre. So we don't use MI in the acute phase or the crisis phase, but we do use it when that phase has passed to explore the reasons to live for somebody who is suicidal. Et José, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'accentuer l'autonomie versus rechercher la collaboration? Ouais. Et tu dis que tu as de la difficulté à reconnaître la différence. En fait, je ne suis pas certaine que la différence est importante, mais on va essayer pareil. Donc, si je dis à la personne, écoute, ce que tu décides, ce que vous décidez de faire, ça c'est entièrement votre décision. Ça, c'est clairement d'accentuer l'autonomie. Ou si je dis, j'ai des clients qui ont essayé telle affaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça, c'est plutôt partenariat et collaboration et autonomie. Mais si je dis, par contre, vous allez faire ce que vous préférez de faire, donc à ce moment-là, ça va être juste accentuer l'autonomie. L'important dans tout cela, par contre, c'est que le plus qu'on recherche
la collaboration, ça va augmenter, si on parle de coding, ça va augmenter le partenariat, mais ça va aussi peut-être augmenter, l'accentuer l'autonomie. Si on demande, est-ce que vous aimeriez que je donne plus d'informations? Ça, c'est une question collaborative. Donc, ça va rajouter à la collaboration, au partenariat, mais aussi, on donne le pouvoir à la personne de dire non, merci, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut faire les deux et effectivement, on n'a pas besoin de différencier entre les deux, mais c'est intéressant de reconnaître qu'on fait les deux ou qu'on le fait. Et il faut les faire pour tisser cette relation importante. So, when we're talking about separating or differentiating between accentuating autonomy and working on our collaboration or the partnership part of our relationship, these are things that are coded when we use a Mighty Coding, which is a tool, a validated tool to tell the worker how good or how much in need of work their MI practice is. So the question was, how do we differentiate between the two of them? And my answer is twofold. One is that some things are very, very clearly just autonomy. So if I say, look, whatever you decide to do, it's entirely your choice. That is clearly just autonomy. And if I say, how would you like for us to work together? That would be pretty straightforward partnership. But if I ask, would you like some more information about things that have helped other people? That pulls on both of them. So it's kind of interesting that you can kind of move around in between them, but a little bit like change talk, doesn't matter what flavor it is, as long as you're dishing it up. So like a good meal, we've got vegetables, we've got maybe some starch, etc., etc. So we want a nice balance of different colors of different kinds of behaviors. Catherine a posé une autre question. Comment adresser la résistance et la méfiance? C'est une excellente question. On se trouve face à la méfiance souvent. Quand les clients cherchent toujours une raison contre lui plutôt qu'une raison qui aborde le but de l'aider. Qui aborde le but de l'aider. Pas sûr que je comprends la deuxième partie, mais je vais aborder la première partie. C'est-à-dire que si la personne dit toujours oui, mais, parce que parfois c'est ça, il résiste nos solutions. En général, nos solutions sont mal placées dans le temps. C'est peut-être aussi que les solutions ne sont pas bien choisies pour la personne non plus, parce que c'est nous qui l'ont choisi et non pas l'autre. Mais en général, quand on ressent une espèce de pushback, c'est à cause de notre approche, qu'on impose quelque chose sur l'autre. Donc, il faut reculer et il faut vraiment refléter ce que vous pensez arrive avec la personne. Si on commence par l'empathie, avant qu'on pose une question, qu'on demande une justification de ses comportements ou autre, on va améliorer notre relation avec la personne, quoique éventuellement, peut-être on peut enlever sa résistance d'aller plus dans la direction de son choix de changement. So, how do we address resistance and méfiance, distrust? Well, we have to build the trust, in fact. So when somebody pushes back and says, well, yeah, but I don't really want to do that because that's a ridiculous answer. And no, I can't do that because it's not easy. No, and really this whole thing sucks. If we get this kind of pushback, we have to go with that pushback. We have to say, so right now, this doesn't feel like the right thing for you to do. And wait for them to hear that. Parce qu'on va refléter ce que la personne vit ou ce qu'on voit ou on entend ou on ressent que la personne vit. So we're going to try to get at what we think the person is living or experiencing and reflect that back in empathy. The first thing is empathy, because we have a tendency to ask a question right away, which with somebody who is pushing on you
feels like, oh, now you want me to explain myself? And nobody wants that. So first we're going to say, so right now, you're not sure whether this is the right thing for you. You're asking yourself some good questions here. And the person is going to go, huh, well, yeah, right? It's going to set them back a little bit. If we get on the defensive, or if we go on the offensive, we're going to have a push and pull me kind of thing going on, and we're going to just create more and more resistance. So we want to move on from that. I hope that answered your question, Catherine. J'espère que ça a répondu à votre question. Une autre question de Jessica. Comment intervenir avec quelqu'un qui fait beaucoup de mise en échec pour l'aider à se mobiliser? Bon, la mise en échec. C'est quoi un échec? En fait, un échec, c'est juste que ce qu'on a attendu n'arrive pas. Donc, on peut commencer par être empathique avec ça, que ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Et on peut regarder aussi qu'est-ce qui a fonctionné quand même, parce que souvent, il y a des choses là-dedans qui ont fonctionné. La personne a réussi à une partie, mais pas tout. Fait qu'on regarde ce que la personne a réussi à faire. S'il n'y a rien, on demande, OK, donc votre solution ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que vous aimeriez changer ou pas, ou réessayer? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, en fait? Donc, si la personne dit, ben là, je pense que je vais le réessayer. OK. Qu'est-ce qui a changé ou que vous pensez que cette fois-ci va fonctionner? Dites-moi. Et là, on montre notre intérêt. Et peut-être la personne va se rendre compte qu'effectivement, il n'y avait rien qui a changé. Ou bien, il va, ah oui, en fait, je suis un peu différente. Je sais que j'ai plus de tolérance pour telle ou telle affaire, ou whatever. Fait qu'à ce moment-là, on va voir si la personne veut le refaire exactement pareil, faire des ajustements ou changer la solution pour une nouvelle solution. Si on laisse la personne en échec, la personne ne peut pas tirer le leçon parce qu'un échec est juste une opportunité d'apprendre si on fait la transformation avec la personne. Et ça, c'est notre rôle, de transformer cet échec et tout échec en opportunité d'apprentissage. Si la personne ne veut pas ou est réticente à s'embarquer, à ce moment-là, on travaille sa confiance et on assure qu'on serait là de l'accompagner. On réévalue ou on réévoquait de la personne ses raisons pour faire comment est-ce que ça serait différent quand vous réussissez à faire X, Y ou Z. Et à ce moment-là, ça c'est une chose qui va aller dans cette direction-là où la personne peut se rendre compte qu'effectivement, ça vaut la peine de risquer encore peut-être un échec ou bien une réussite. Catherine a posé une autre question. Ce que je voulais dire est que quand on propose des moyens pour aider le client et devient méfiant, pense qu'on veut faire plus d'argent, pense qu'on veut le coincer. Alors, OK, donc si la personne est méfiante, il faut travailler la confiance. C'est tout, c'est tout. Parce que on peut devenir très défensif à ce moment-là, mais ça ne va pas être gagnant. Donc, on explore avec la personne ses raisons de faire la chose. On ne se laisse pas intervenir comme intervenant, comme c'est pas Rachel qui veut que vous faites ça ou pas, je m'en fous complètement. Des fois, je le dis carrément. Pour moi, si vous le faites ou si vous ne le faites pas, ça ne me regarde pas. En fait, c'est pour vous. C'est à vous à décider ce que vous voulez faire. Et quand vous êtes prêt, moi, je serai là pour vous accompagner. Et on enlève la pression. Parce que quand la personne ressent la pression, la personne va bouger dans cette direction-là. Et c'est ça où il devient méfiant. Why are you pushing me so hard? Pourquoi vous mettez de la pression sur moi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour vous? Et effectivement, ce qu'il ressent est vrai. Il y a quelque chose, un sens de satisfaction, un sens qu'on est bon à notre travail parce qu'on a réussi à avoir un résultat. Mais effectivement, les résultats ne nous appartiennent pas du tout. Zéro à nous. Donc, il faut que nous prenions
la fierté à bien mener le processus, qui est plutôt d'enlever son méfiance, de travailler la confiance entre toi puis ton client. J'espère que ça a mieux répondu à votre deuxième partie. D'autres questions, parce qu'on approche la fin de cette petite séance. Ça me ferait plaisir de répondre à une autre question si vous en avez. Moi, je répète que je suis très frustrée par la façon dont les intervenants, moi inclus, sont formés et qu'on n'est pas formé à établir cette relation de confiance, ce lien d'alliance. Et c'est pour ça exactement que j'ai créé la formation Tisser une forte alliance thérapeutique. J'offre aussi, et ça peut être intéressant, en fait, je viens d'annoncer, merci Catherine que j'ai répondu, je viens d'annoncer une séance d'amélioration de développement clinique en entretien motivationnel. J'ai annoncé les dates hier, ou peut-être même ce matin. Donc, vous pouvez investiguer ça si vous aimeriez que vous travaillerez dans un petit groupe de gens qui proposent des entretiens et on les écoute puis on les discute. On peut poser des questions à ce moment-là. Donc, c'est tout expliqué sur le site web. Et je vous invite d'inviter vos amis. On va envoyer une infolettre. We're going to send out a newsletter pretty soon also, which we also encourage you to pass around and that we hope that you will share with other people that you think might enjoy it. So just to repeat in English, we just announced a series of clinical development sessions. There are 4 of them, 2 hours each. We need a small group to do it, and then away we go. The dates are set, so you can look at those and see if they work for you. And also, as I say, I'm doing another workshop in building this relationship, which is so central to our good functioning as a therapist or as a worker. And it's in French. It's being offered in French, and it starts on the 7th of April. So I want to thank you all for joining me here today, and I hope it was helpful to you. And it was kind of fun, so I'm thinking I might do it again. So keep your eyes open. Please like my Facebook page. I'm supposed to say that. So please like my Facebook page and follow me on Facebook and Twitter and Instagram and your mom's backdoor. And I mean, I'm everywhere. So I really appreciate your participation and wish you all a wonderful, wonderful afternoon. There's you can sign up for my newsletter. There's a link in the chat box, and so I just wanted to thank you all. I want a big shout out to my New Brunswick friends. Thanks for joining me up here. It was great to interact with you and see that you were there. I think about you often. So take care, everybody, and we're going to sign off. Bye-bye.